Il m'a semblé entendre en filigrane que vous n'êtes pas indifférent à l'astrologie. Pas indifférent, non. Non, je veux dire que c'est un sujet que... Aucune des sciences aucune des sciences qui peuvent apporter quelque chose à l'individu. Pourquoi rejeter tout systématiquement? On peut rejeter certaines parties, mais d'autres on peut les accepter et les prendre, au contraire. On n'a pas très bien compris ce qui vous intéressait plus spécialement. Ce qui m'intéresse, c'est que par moment, si je reprends les Sumériens par exemple, j'ai des choses très intéressantes au niveau astrologique. Donc je peux en faire mon miel pour certaines choses, et pour d'autres laisser tomber l'astrologie. Alors pouvez-vous nous dire quelques mots sur l'astrologie sumérienne? Oh non, je ne suis pas assez... Qu'est-ce qui vous a intéressé? Pourquoi vous êtes, disons, pourquoi vous êtes intéressé à cet aspect-là? Bon, c'est le zoroastrisme qui m'y a amené un peu. Ah, d'accord. Zoroastre, un petit peu, puisque moi je suis un hérétique. Vous vous intéressez à l'histoire des hérésies? Je suis un hérétique, je suis un cathareux hérétique. Je suis un cathareux rebelle et un hérétique. Mais qu'est-ce que c'est? Ça veut dire tout et n'importe quoi et rien. C'est ça. Quelle est la fonction de l'hérétique alors justement? L'hérétique, c'est chaque fois de remettre en cause ce qu'on croit être comme une connaissance totale. Voilà. Et c'est-à-dire qu'une fois que si l'hérétique réussit, il faut qu'il laisse tomber son hérésie pour reprendre autre chose. Sinon, il ne devient plus hérétique et il devient dans l'orthodoxie. Et l'orthodoxie ne m'intéresse pas. Moi, je suis tout à fait intéressé par cette idée d'hérésie. D'ailleurs, en astrologie, par exemple, moi, je pense qu'il faut des hérétiques. C'est la quête de la recherche recherche perpétuelle. C'est celui qui est un peu ailleurs, qui est un peu à côté. Voilà. Il faut toujours aller ailleurs chercher. Et c'est la Il démarche monastique. ne faut pas se contenter de ce qu'on nous apprend ex abrupto, il faut toujours aller ailleurs. Il faut toujours lever le voile, tenter de lever le voile. C'est pas toujours évident. C'est celui qui se casse souvent la gueule. C'est celui qui pose des questions, qui n'accepte pas certaines choses, ou qui propose d'autres voies. C'est quoi les... Non, je crois qu'en fonction de certaines connaissances et d'une démarche, je crois qu'il faut poser d'autres questions. Même quand ça dérange, même quand ça nous dérange à nous-mêmes. Si ça nous dérange nous-mêmes, c'est encore plus intéressant. Cette capacité de toujours se remettre en cause, de toujours remettre son ouvrage sur le tapis, comme disaient les anciens, rien n'est jamais accompli. Et c'est le plus difficile, on met très longtemps à y parvenir. Vous avez mis du temps pour devenir hérétique? Non, pas tellement, parce que là c'est une autre question. J'ai découvert quand j'avais 14 ou 15 ans que tout ce qu'on m'avait appris, que ce soit à l'église catholique ou à l'école, c'était pas vrai, c'était faux. Et j'ai découvert des livres que j'étais pour moi-même. Et au lieu de me diriger vers le séminaire, comme on a failli m'y diriger, je me suis dirigé vers l'hérésie la plus totale. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez d'un personnage comme René Guénon, monsieur Tournier? Oui, il est intéressant, René Guénon. Il est intéressant, mais je crois qu'à un moment donné, René Guénon est une perversion. René Guénon, c'est ce qu'essaie de signaler notamment Jean-Marc Vivenza, par moment, aujourd'hui. Mais c'est vrai que René Guénon ouvre la porte à pas mal de choses intéressantes au niveau de l'homme. Au niveau de l'homme et de la spiritualité de chaque individu. Maintenant, quand il rejoint parfois Joseph de Maistre sur certains points, je ne suis pas toujours d'accord avec lui parce que justement il y a ce côté religieux qui me gêne un peu. À partir du moment où la quête est partagée par un semblant de multitude, elle n'est plus quête. Allô? Voilà, une question technique dans l'ésotérisme, c'est beaucoup de choses. Des savoirs qu'on apprend pour comprendre, pour résoudre des problèmes. Ça peut être le yoga, ça peut être la technique astrologique, ça peut être des outils. Est-ce que c'est un mot qu'on a employé beaucoup? Est-ce que le mot outil fait sens au niveau de votre domaine? Est-ce que c'est important d'acquérir des outils, des techniques? Oui, un peu, oui. Ne serait-ce que la méditation, voilà. qui est un des outils, à mon avis, un des principaux outils qu'il puisse y avoir pour que l'homme réfléchisse un peu dans différentes directions, en fonction de ce qu'il a appris, en fonction de certains signes,
en fonction de certaines cultures, en fonction de transmission qu'on peut lui avoir léguée dans quelque domaine que ce soit. Je crois surtout à la méditation, plus qu'à autre chose. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer, enfin pas moi spécialement, mais qu'est-ce que c'est que la méditation? Est-ce que je peux dire deux mots? En fait, quand on entend méditation là, ce qui me rassure d'autant plus, c'est qu'en fait, quand on parle de gnosticisme et ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de l'alignement, la méditation est un outil qui permet de retrouver son être intérieur et d'aller travailler le supramental, de quitter ce qu'on disait cet après-midi, quitter le domaine purement technique du mental, qui s'il n'est pas pris entre les mains du corps, nous fourvoie totalement, nous fait perdre toute notion de la réalité de notre divinité. Donc la méditation, en tout cas pour moi, est un excellent outil pour pouvoir prendre la dimension et la mesure de. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment. Moi, je fais un peu le candide dans la discussion, mais qu'est-ce que c'est que se mettre dans un état de méditation? C'est essayer d'abandonner son jeu pour retrouver son moi. Est-ce que je sais pas, on parle de méditation tibétaine par exemple, je sais pas, il y a des... Oui, non, mais moi je suis fâché avec toutes les techniques qu'on peut apprendre avec toutes les écoles, je n'en veux pas, je suis un hérétique total. Oui. Donc quand j'abandonne mon jeu pour retrouver mon moi, oui, je pars tout seul. D'accord. Tout seul. 2 heures, 3 heures s'il le faut, face à un paysage, face à n'importe quoi, face à quelque chose pour me retrouver complètement. Et je n'ai pas besoin d'avoir appris par ABC ou par tibétain, japonais, yoga, yogi, ça m'est complètement calculateur. L'essentiel, c'est c'est une reconstruction chaque fois. Oui. C'est une reconstruction au niveau de l'individu. À partir du moment où on croit, alors on ne croit à rien, mais si on croit que l'individu, c'est qui suis-je, d'où je viens, où vais-je, c'est un corps, c'est un esprit, c'est une âme, on peut très bien aller loin, tout seul. Est-ce que vous êtes attiré par l'état monastique? Non, mais je peux comprendre. Et je peux comprendre facilement, quoique, arrivé à un certain stade, on peut se dire que ça n'apporte rien, sauf à soi. C'est-à-dire qu'on ne partage pas. Est-ce qu'on peut transmettre après? Si on transmet, c'est bien. Mais si on ne partage pas avec d'autres, c'est pas du tout intéressant. Puisqu'après, s'il n'y a rien de son propre acquis, s'il n'y a rien de diffusé de son propre acquis, ça n'a aucune espèce d'importance. À un moment donné, on arriverait presque qu'à satisfaire son propre ego. Et ça, c'est dangereux. Et on a quand même beaucoup de gens, on peut les appeler moines ou autres, enfin par les situations monastiques, qui ne sont qu'à ce niveau-là, malheureusement. Les autres ont toujours partagé et ils ont diffusé. Et qu'est-ce que vous pensez de la notion d'école? Enfin, d'école. Les écoles de mystère, les écoles voilà, de tout ça. Oui, c'est ça. Est-ce que il faut transmettre, il faut former? Il faut transmettre. Former, non. Je ne pense pas compris. Si on forme, dans le mot former, il commence à y avoir le mot formaté. Et ça, c'est déplorable. Transmettre, oui. Et chacun fait on fait son propre miel de certaines choses. Si on en est capable. Si on n'est pas capable, c'est. Et le mot initiation, il fait sens quand même quelque part? Le mot initiation, il fait sens. Ah oui, je comprends. La transmission, justement. L'initiation fait sens à partir du moment où il vous ouvre des portes. J'ai écrit dans une revue, l'initiation ne fait pas le franc-maçon. Et beaucoup de francs-maçons m'ont dit, mais tu es fou. Je dis non, ce n'est pas l'initiation qui fait le franc-maçon. L'initiation donne des outils pour devenir autre chose. Ou on les prend, ou on ne les prend pas. Si on ne les prend pas, on ne sera jamais un initié. Si on les prend, on peut continuer sa quête et devenir un initié. On retourne sur la notion d'outils et de techniques, là, véritablement. Tout dépend de la personne, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tout dépend de la personne. Que va faire la personne avec les outils qu'on va lui donner? Une initiation passée, c'est un outil qu'on donne, mais combien on voit de personnes qui sont francs-maçons d'étiquette, qui ont passé par des initiations, puis qui tout compte fait, qui n'ont pas changé. C'est ce qu'on appelle une initiation virtuelle. La cérémonie maçonnique donne une initiation virtuelle. La véritable initiation, elle se fait bien longtemps après. Si on accepte de progresser. Bien sûr que si on reste... quand on enlève le bandeau au néophyte, au profane, s'il s'imagine être franc-maçon de suite, il se trompe complètement. Malheureusement, il y en a beaucoup aujourd'hui qui ont fait comme ça. Bon, enfin, ça, c'est un autre débat. Et même arriver très haut et très loin,
ça ne veut rien dire. Les histoires de tabliers, de décors, etc., malheureusement, c'est vraiment beaucoup de la poudre aux yeux parce qu'il n'y a pas de travail intérieur. Moi, je dis toujours une chose qui est... je suis 33e du rite écossais ancien accepté et 5e du rite français. C'est-à-dire avec des symboles au niveau tablier ou sautoir au cordon qui sont où on retrouve le blanc. Et le blanc, c'est le tablier de l'apprenti. Ça veut dire que si on n'a pas compris que quand on est arrivé au sommet, il faut redescendre pour recommencer un cycle perpétuel, qui ne sera que progressif d'ailleurs, même si c'est un nouveau cycle, si on n'a pas compris ça, on n'a pas compris du tout. Si c'est pour arborer un truc machin, ça ne veut rien dire. Ça c'est du matérialisme et c'est encore une fois du virtuel. Le travail sur soi-même est important. Et l'initiation en tant que telle, c'est quand même la mort de l'individu. C'est une mort de l'individu avec tout ce qu'il a connu pour redécouvrir un autre individu, renaître à quelque chose. Et si on ne veut pas renaître à quelque chose, si on reste comme on est rentré, c'est pas la peine d'être initié, ça ne sert strictement à rien. Le simple fait de rentrer, avant de rentrer dans le loge, la simple c'est de dire mettez vos métaux à la porte, ne rentrez pas vos métaux, laissez vos chaussures, laissez le monde profane à l'extérieur, etc. Tout ça, c'est bien en fait l'exemple d'une démarche qu'on doit accomplir. Alors, on l'apprend en loge, mais à l'extérieur, il faut la vivre. Et aussi, si on sort de loge et qu'on ne la vit pas, ça ne sert à rien d'y aller. Il y a aussi ce problème, effectivement, que celui qui a été maître a du mal à devenir apprenti. On a toujours à se remettre à l'école. Ça se fait normalement tout seul. On est toujours apprenti. On est toujours apprenti. À partir du moment où l'on n'est plus apprenti, ça veut dire qu'on n'a plus rien à apprendre. Mais ça aussi, c'est une calamité. C'est la mort. C'est la mort totale. Si on n'a plus rien à apprendre, c'est plus la peine d'exister. Parce qu'on le disait tout à l'heure, et Jean-Marc en parlait, l'essentiel, c'est pas le but, c'est la quête. C'est le chemin qui est important. C'est le cheminement. Parmi les ombres ou les signes. Alors bon, nous sommes dans un pays qui est important, c'est pas un lieu indifférent, nous sommes là actuellement. Carcassonne, le pays Qatar, enfin, ça vous imprègne ce pays Écoutez, j'ai abandonné une situation professionnelle à Paris pour venir vivre dans mon pays où j'écrivais. J'avais commencé un bouquin sur les Qatars à Paris, j'ai voulu le finir ici. Je suis revenu avec un tiers de mon salaire. Il fallait vouloir revivre au pays de mes racines. Mais j'avais trop de choses à moi pour pouvoir continuer dans une mégapole, c'était Paris. Je voulais retrouver. C'est ce que j'avais appris dans les veillées avec mes grands-parents auprès de la cheminée, devant les télés, avec les vieux du village, du hameau qui venaient autour, et surtout avec ces bergers qui, à mon avis, ont un grand dépôt à transmettre, et certains l'ont transmis, de l'observation. Quand on parle d'observation, j'en parle dans mon futur bouquin. Vénus, c'est mon grand-père qui était berger, qui m'a appris... voilà. Quand certains nuages sortent, que le vent souffle de ce côté, petit, il faut rentrer le troupeau. Mais ça, c'est de l'observation. Et ils avaient plus de choses en eux, au niveau de sacré, que tous ces exégètes, tous ces théologiens, que je pérorais des fois sur des plateaux de télévision. Je vous dis pour la petite histoire que ma mère s'appelle Carcassonne. Ah. Alors, elle doit être d'origine juive. Oui. Voilà. Parce qu'on donnait à l'époque, quand ils sont remontés, notamment de Cordoue, et puis plus tard, après Isabelle la catholique et tout, ils arrivaient à Narbonne, Carcassonne, et ils prenaient le nom des villes où ils étaient. Voilà. J'ai des amis qui s'appellent Narbonne. Oui. Et aussi Lunel. Lunel, ah ben voilà, vous êtes en plein centre de... Non, mais je veux dire des noms, les gens, les juifs portent des noms de... Il y a beaucoup de juifs qui portent des noms de lieux. Il y a mon nom, moi j'ai deux noms de lieux, parce qu'Heilbronn c'est un nom de ville aussi. Oui. C'est une ville allemande de Rhénanie. D'accord. J'ai un nom de lieu de Rhénanie, un autre nom des Pyrénées. C'est pour ça qu'ils sont tous les deux juifs d'ailleurs. Et vous savez, on vient de parler de Lunel. Vous savez comment on appelle en occitan les habitants de Lunel? Non. Les pescalunos. Oui. Ceux qui pêchent. Les pêcheurs de la Lune. Oui. Pêcheurs de la Lune. Mais il paraît que la Kabbale, justement, est née dans les Pyrénées. La Kabbale, Postière, tout ça. La Kabbale, vous l'avez à Vauvert, Lunel et Narbonne. Narbonne, il ne faut pas oublier Narbonne quand même. L'Audia Secretum, le bouquin, les rois juifs de Narbonne. Bon, là j'ai un peu triché avec l'histoire, mais en fait,
c'est quand ils sont arrivés, ils ont... 500 Et, ans, pourquoi vous retrouvez ce département de l'Aude à Carcassonne, à Limoux, à Saint-Papoul, à Alette, pourquoi vous retrouvez toujours le sceau de Salomon, même dans des églises catholiques, apostoliques, romaines. Oui. Hein, c'est curieux ça quand même. Vous parliez de Nostradamus tout à l'heure. Nostradamus, il venait en vacances chez son grand-père à Alette. Vous savez que le nom de La maison du Juif. Mais Nostradamus, ses parents étaient des Carcassonne. Parce que les gens qui ont fait la biographie de Nostradamus, ils s'appelaient Carcassonne. Enfin c'était une déformation, mais moi-même, c'est la même famille. Je descends, je suis apparenté à Nostradamus par les Carcassonne. Le grand-père maternel de Nostradamus était d'Alette, qu'on écrivait avec un H avant. Oui. Alette. Alors c'est où Alette? Voilà. On va y passer tout à l'heure. Alette, et vous avez Oui, c'est ça, exactement. la maison où a vécu son grand-père, on l'appelle la maison du Juif à Alette. Et vous avez sur une poutre le sceau de... Alors, est-ce que c'est une... Là, je suis sur un plan d'étude où on a dit, est-ce que c'est du matériau de récupération qui a été mis sur cette maison, ou est-ce vraiment la maison, comme on appelait la maison du Juif? C'est possible aussi, les travaux. Par contre, il y a une rue, la rue la plus longue d'Alette s'appelle la rue de la Juiverie. Oui. Et il y a eu une colonie juive très très importante. Et alors là, au niveau de l'ésotérisme, Alette, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Ah, mais moi qui ai passé très longtemps sur Nostradamus, je suis content de passer sur Ali, parce que je savais qu'il avait une ascendance par là, mais je ne savais pas que c'était aussi net. Je suis en train de préparer pour rééditer, peut-être c'est Jean-Marc qui va le prendre, sinon je le ferai, mais il a envie de le prendre. C'est de rééditer le conte de Gabalis. Ah oui. Voilà, et la dernière édition, voilà, les entretiens sur les sciences secrètes, et je fais un avant-propos, une présentation du bouquin, et parce que tout le monde s'est planté. Le conte de Gabalis du diocèse d'Alette, point. Mais quand on sait ça, le diocèse d'Alette, d'où il était et tout, on s'aperçoit que c'est Arnaud Nicolas Montfaucon de Villars, l'abbé Nicolas Montfaucon de Villars. Et quand on sait ça, on dit, certains ont fait des recherches, oui, seigneur de Roquetaillade et de Canignac. Ben, je viens de passer 4 mois là-dessus en recherche. Cagnac n'existe pas. Il y a un Cagnac en Lozère, ils n'ont jamais été Cagnac. C'est en fait seigneur de Roquetaillade et de Cognac. Cognac du Razès, qui s'appelle aujourd'hui Cognac de la montagne. Et là, je l'ai dit à Jean-Marc tout à l'heure, j'ai dit je suis sur le point de retrouver la maison du Villard. Je vais avoir la maison du Villard. J'ai une dame qui était la sœur d'un prêtre qui est décédé il y a 40 ans, mais elle a 89 ans ou 90 ans, et elle a dit à un de mes amis qui l'a contacté pour moi, tu lui diras qu'il vienne, je lui raconterai, je ne pourrai pas y aller, mais je te dirai toi aussi, et tu l'amèneras à la maison de Villars. Cette maison de Villars, il y a des choses extraordinaires, notamment des blasons avec, sur la cheminée du duc de Levigny. Ils ont récupéré après les... Alors vous semblez connaître assez bien Nostradamus finalement. Non. Enfin, en tout cas, vous connaissez cet aspect-là. Oui. Comment vous le connaissez? Quels sont les ouvrages qui vous ont permis de... Je vais commencer à lire Nostradamus comme tout un chacun. Non, mais je veux dire, non, mais concernant les origines aubiennes de Nostradamus. Ah, mais ça c'est mon... C'est toutes les histoires et les légendes qu'on m'a racontées quand j'étais gosse que j'ai retenues. Tradition orale, qu'est-ce que Oui, tradition orale. On vous a parlé quand vous étiez gosse de Nostradamus et d'Ali? Oui. Mais mon grand-père me parlait de Nostradamus. Mon grand-père me parlait de Nostradamus, c'était dans le coin. Ah oui, parce que ça n'est pas si connu que ça. Mais ils ont gardé, vous savez, ce que je disais, c'est l'université... oui. Il y a une université, c'est l'université du silence, celle qui parle autour d'un âtre de la cheminée, quand on est gosse et tout, là, que les ancêtres transmettent. Dans le bouquin Logia Secretum que tu connais, je parle d'un truc que me disait mon grand-père, en occitan. Al rec de coulurs, las breixos, passion la ruscado en des basels d'or. Au ruisseau de couleurs, les sorcières faisaient la lessive avec des battoirs d'or. Mon grand-père me le racontait quand j'avais 10 ans, 12 ans, 11 ans, ou même plus jeune. Il le tenait de son grand-père. Ce qui veut dire qu'il le tenait avant que l'on parle d'un trésor à Rennes-le-Château. Le ruisseau de couleurs descend de Rennes-le-Château et se jette dans l'Aude en amont de Cousin. Donc s'il avait entendu parler, c'est que déjà on parlait
ou d'une source ou d'un dépôt trésoraire à ce niveau-là, avant la Bessonnière. Ça veut dire que trésor de la Bessonnière, Rennes-le-Château, peut-être, mais il y avait autre chose avant. Et oui. Voilà, puisque mon grand-père me le raconte. Et je le mets dans le bouquin, avec la traduction, bien sûr, puisque bon. Voilà. Mais alors, quelle est une question que j'ai oublié de poser, enfin, qu'est-ce que c'est, en fait, je vous pose une question un peu dire, qu'est-ce que c'est que le catharisme, finalement? Qu'est-ce que c'est que le phénomène cathare? Quels sont les enjeux? On va se disputer avec les universitaires, avec le roi Ladurie et Madame Brénon. Pour eux, c'est un christianisme. Quand on a dit ça, on a tout dit. Mais christianisme, on pense à quoi? Aux catholiques apostoliques romains? Pas du tout. Les cathares n'étaient pas du tout. Les cathares, bon, si, ils avaient quand même. Ils n'étaient pas du tout catholiques, ils étaient anti-catholiques, les cathares. Les cathares, c'est une gnose. Pré-chrétienne. C'est une gnose pré-chrétienne. C'est la notion du bien et du mal, c'est manès, c'est tout ce qu'on voudra, mais ce n'est pas du tout la religion, une déviance de la religion catholique apostolique romaine qui essaie par elle-même de se séparer de Jean ou de ne pas trop en parler, alors que les cathares, justement, ils travaillaient sur l'évangile de Jean et sur certains apocryphes qui ne sont pas reconnus par l'Église de Rome et par les canoniques, qui ne sont pas des canoniques. Donc, ils avaient l'imposition des mains, dont ils croyaient à la transmission de l'esprit, autrement que ce que nous enseigne l'Église catholique de Rome, que les catholiques romains. Oui, on peut dire que c'est une forme de christianisme, mais lequel christianisme? C'est le christianisme gnostique. Certainement pas le catholicisme. Je pense qu'il y a beaucoup trop de confusion, et d'ailleurs là l'Église est fort pour ça. Quand on parle catholique, quand vous parlez aux catholiques, qu'est-ce que ça veut dire catholique? La majorité des catholiques ne savent même pas ce que ça veut dire. Quand on leur dit que ça veut dire universel, déjà là ça change tout. Et ils se prennent pour l'universel. Ils font passer le christianisme comme étant le catholicisme, ce qui effectivement n'a rien à voir. Donc là, quand on voit les cathares, la conception des cathares entre l'homme et la femme, par exemple, on parlait tout à l'heure de l'homme et la femme. Homme et femme, pour un cathare, c'est pareil. C'est exactement pareil. L'homme et la femme pouvaient avoir les mêmes capacités de donner les on avait des femmes qui étaient parfaites. Les parfaites, les bons hommes et les bonnes femmes. Donc, ce que, évidemment, l'Église, elle en est encore loin aujourd'hui. Et autour de Jésus, il n'y avait pas des femmes? Alors pourquoi Marie-Madeleine et compagnie. Pourquoi justement, alors monsieur, on va d'ailleurs terminer là-dessus, parce que malheureusement, pourquoi la maçonnerie a mis un peu les femmes de côté pendant si longtemps, à votre avis? Ça, ce sont les obédiences. Enfin, c'est quand même. Les obédiences qui ont. De même que les papes ne sont pas des femmes, enfin, en général. Il y a quand même un regard de la religion consistant à séparer ou même à écarter les femmes. Non, c'est vrai, mais ça vient de la maçonnerie spéculative quand elle a hérité de la maçonnerie opérative. Il y a des tailleurs de pierre femmes, il y en a eu, mais très peu, très peu. On retrouve sur un convent des tailleurs de pierre de la cathédrale de Strasbourg, on retrouve d'ailleurs quelques noms de femmes qui étaient. Mais bon, ils ont pris le côté opératif, tailleur de pierre, maçon, etc. Ils l'ont pris au pied de la lettre. Et ils ont refusé l'argent féminine, si vous voulez, parce qu'elles n'étaient pas... alors que c'est une erreur fondamentale. D'ailleurs, il n'y a pas tellement longtemps, j'intervenais à une loge à Perpignan, où il y avait dans une loge mixte d'ailleurs, où il y avait justement sur la femme maçonnerie, et l'orateur parlait de Maria de Rème, bien sûr, du droit humain qui était la première obédience. Mais on sait depuis 2 ans aujourd'hui que la première femme a été initiée en 1372 en maçonnerie. Elle a été initiée dans le comté de Cork en Irlande. 1372, c'est pas 1717. Oui, mais il remet pas mal de choses. Est-ce que c'était déjà une forme de maçonnerie alors? Non, c'était parce que la loge se réunissait chez son frère qui était le comte de je ne sais quoi. Elle s'appelait Elisabeth Alsworth, un nom comme ça. Je ne suis pas très sûr de la prononciation ni de l'orthographe. Et comme elle voyait de beaux jeunes hommes rentrer souvent, elle voulait savoir qui c'était et tout, elle les avait espionnés. Et un jour, un retardataire est tombé sur elle en train d'espionner. Et alors, à l'époque, c'était ou la mort ou l'initiation. Comme c'était quand même la sœur
du président, du très vénérable, du respectable. Il valait mieux pas là-dessus. On l'a initiée après un long débat. Il n'y a pas eu d'autre initiation féminine, mais elle est restée. Elle parlait. C'était des loges, pas au sens du XVIIIe siècle. Alors. Initiatique. Vous parlez de loges dans le monde des bâtisseurs. Oui, mais non, mais ça c'est une erreur de croire qu'il y a eu les opératifs jusque-là et les spéculatifs là. Ça a été longtemps un grand mélange où les opératifs ont essayé d'initier les spéculatifs au travail du trait, au travail de la pierre, etc. Ça, c'est une autre idée que j'aimerais faire passer par rapport au problème de la femme dans la société. Il faut bien se rendre compte que le rituel maçonnique est beaucoup axé sur le rituel catholique sur certains points. Oui. Dans certaines loges. On est vraiment très très étonné de voir que certains rituels, dans certaines obédiences, même par certaines loges, il y a beaucoup de copiage entre le rituel catholique et le rituel maçonnique. Mais la naissance en 1717, c'est quand même issu d'un pasteur. Donc on a quand même une influence de l'Église assez forte du fait qu'il n'y avait que ça qui existait de toute façon au niveau culturel. Ce qui m'a beaucoup interpellé, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, je travaille aussi encore beaucoup, c'est sur la fameuse Trinité. Qu'est-ce qu'on voit dans la Trinité? On voit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Où est la femme? La notion de femme, de mère, et c'est la mère, c'est la Madone, etc. qu'on va retrouver en dehors du triangle. Et en fait, quelque part, quand on regarde ce qui se passe en Égypte, ce qui se passe en Inde, on parle bien de Isis, Osiris, Horus. Voilà. Isis est bien présent. Voilà. En Inde, c'est pareil. En Inde, on a Krishna, Vishnu et Shiva. On retrouve à chaque fois leur parèdre. Donc on a toujours l'élément féminin qui est dans la Trinité. Qu'est-ce qu'a fait l'Église catholique? Elle a supprimé la notion de femme qu'elle a mise à l'extérieur de la Trinité en remplaçant le Ra, en Inde, Ra étant le dieu 1, en Égypte, non, en Inde c'est Brahman, et on a mis le Saint-Esprit qui est représenté soit Ra ou soit Brahman à la place de la mère. Et la mère, on l'a mis en dehors du triangle. Et on l'a diabolisé. Et le début de la maçonnerie s'est appuyé là-dessus par méconnaissance en fait. D'où le rejet de Marie-Madeleine par l'Église catholique apostolique romaine, parce que vous avez posé la question tout à l'heure sur les Juifs, les Hébreux, etc. Si vous regardez un rabbin, il ne pouvait enseigner au temple que s'il était marié et s'il avait des enfants. Oui. Sinon, c'est la loi mosaïque qui veut ça, oui, c'est clair. Oui. Ça veut dire que Jésus, qui était au temple, était marié avec des enfants. Pourquoi on a gommé Marie-Madeleine? Pourquoi on a gommé sa femme? Jusqu'au XIe siècle. Jusqu'au XIe siècle, on a fait la prostituée. Le concile de Nicée en 325, il a été... Concile de Nicée. Concile de Nicée. Ouais, ouais. Jusqu'au XIe, du concile de Nicée au XIe, qui est un concile politique et pas du tout spirituel. On sait comment ça s'est passé. Le XIe, c'est le concile de Latran, où on a commencé à dire après que les prêtres devaient plus se marier. Mais jusqu'au XIe siècle, les prêtres pouvaient se marier. C'est Latran qui a décidé qu'on se marie. C'est certainement pas le Christ. Le problème, c'est qu'on croit que c'est lui qui l'a dit. Et si vous regardez, même au de Saint-Paul, il y avait des femmes sacerdotales. Il y avait autour de Jésus, ça c'est clair, hein, parce que, il ne faut pas oublier deux choses. Qui sait qu'il y a Jésus a été reconnu prophète par qui? Il y a deux choses. Il y a le baptême, Jean le Baptiste, et puis il a été oint par qui? C'est Marie-Madeleine. Il y a deux reprises. Les pieds, que l'on retrouve dans des grades supérieurs de maçonnerie, notamment le rite princier de 1783, on a des pieds. Et puis autre chose, le fameux nard qu'elle a gardé pour embaumer le corps de Jésus après le tombeau. Donc, il est passé par deux initiations différentes. Mais ça, l'Église catholique n'en parle pas. Julie et Gérard Contant. Si, je les connais, oui. Vous les connaissez? Ben, je viens de leur envoyer... Je les ai interviewés il y a un mois. Je viens de leur envoyer... Ils voulaient la date de naissance de Marie Desnarnaud, ils ne l'avaient nulle part. Et je leur ai trouvé la date de naissance de Marie Desnarnaud et je l'ai envoyé à Julie et Gérard, parce qu'ils vont faire le fameux parallèle. Oui, je sais qui c'est. Ils seront au salon. Ils ont élaboré une théorie assez... Oui, mais lui, je n'arrive pas à le suivre. Oui, non, mais ça, c'est vraiment très difficile. Ah ouais, ouais. Il est intéressant et puis il est bien parce qu'il est passionné. Il est
Et sa femme aussi. Oui, sa femme aussi. C'était extraordinaire. Alors ils cherchaient partout la date de naissance de Marie-Hélène Ramon, ils avaient celle de sa mort, bien sûr, mais pas la date de naissance. J'ai dit, je te la trouverai. Et finalement, avec le registre, j'ai appelé un copain un peu hérétique, comme on dit. Il m'a dit, je vais le regarder sur les registres. Il l'a trouvé.